Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On est dans un lieu un peu particulier aujourd'hui. C'est un nouveau débat à vrai dire. On est accueilli par la Cave à musique à Mâcon, en Saône-et-Loire. Là précisément, je crois qu'on est dans l'EMA, l'espace musique amplifié de la Cave à musique. Il y a quelques minutes, j'ai pu entendre un petit bout de concert pour une captation. Ça fait trop du bien. Ça faisait longtemps que j'étais presque émue. On est content que vous nous accueilliez. On vous remercie. Et puis on est là réunis pour parler un peu de ce qui nous préoccupe tous, parler de culture, parler de musique, parler des conditions sanitaires qui contraignent un petit peu tous nos rêves, toutes nos utopies, tous nos boulots aussi, parce que c'est pas que des rêves et des trucs de bisounours cool, c'est aussi une entreprise, des associations, une économie qui est peut-être un peu abîmée ou fragile en ce moment. Et pour ça, on s'est réunis. On a Thomas Rivier, qui est le président de l'association Luciole, qui gère la Cave à musique. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. On a Cynthia qui est coprogrammatrice de la Cave à musique. Bonjour. Bonjour. On a David Campton qui est directeur d'une association, directeur de production de l'association Use. J'ai pas dit de bêtises. C'est bien ça. C'est bonjour. Ça. Salut. Et enfin, on a Robin Gentier qui est régisseur de tournée. Tout à fait. C'est ça. Oui. Je me suis pas trompée. Non, c'est bien. Ok, c'est cool. Du coup, est-ce que Thomas, tu peux nous faire un petit point sur l'état des lieux, la Cave à musique en ce moment? C'est inondé, qu'est-ce qui se passe? Non, la Saône est montée, mais on n'est pas inondé. Okay. Non, on a fait une année, on passe là un an que c'est difficile. C'est vrai qu'il y a un an, on venait de fêter nos 25 ans. Non, 25, non, un peu plus, 28. On avait fait une super soirée, la cave était pleine, vraiment, on avait une super programmation d'hiver et comme tout le monde, on s'est pris le coup près où ça a fermé d'un coup. Et après, ça a été une année compliquée, assez difficile, où du coup, plus d'accueil du public. Après l'été, donc nous, on est plutôt en période où on est fermé. Et puis, l'espoir de la rentrée, c'était de conditions sanitaires, comment on va faire. On a essayé, on a fait des concerts, on s'est plié aux contraintes. Je laisserai peut-être Cynthia de développer un peu sur les contraintes. Et puis, ça a été un peu compliqué à la fois de le faire. Un retour, pas forcément. Le public était un peu compliqué de l'accueillir dans des conditions agréables et pas énormément, finalement, de gens avec l'inquiétude, toutes ces choses-là. Et puis, deuxième confinement. Et puis, à chaque fois, on pense qu'on va rouvrir, on ne peut pas rouvrir. Donc, après, on a fait d'autres choses. Là aussi, je laisserai développer Cynthia, mais ce n'est pas des lieux qui sont morts, c'est des lieux qui restent côté professionnel. Donc, les équipes salariées sont restées là. Il y a eu tous les mécanismes de chômage partiel et autres. Mais aujourd'hui, on a vraiment pointé sur la résidence, comme tu as vu tout à l'heure, avec des groupes qui sont là pendant plusieurs jours, qui montent le côté artistique de leur spectacle et c'est vraiment des temps de construction dans l'espoir. Alors tout le monde va être prêt là parce que dès que ça va rouvrir on va avoir des concerts partout, je l'espère, mais donc voilà, c'est en ce moment donc le public toujours pas là et on essaye d'accueillir les groupes en construction de spectacle. Je sais pas si Cynthia tu veux. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc pour revenir un peu sur cette dernière année, on a arrêté donc le 13 mars avec une soirée qui était remplie avec les Ramoneurs de Menhir. Il y a eu un cluster? Il n'y a pas eu de cluster du coup. On n'a pas fait la soirée. Parce qu'on n'a pas fait la soirée. Mais on est toujours en attente. Ça fait trois fois déjà qu'on reporte cette soirée. Et le jour où on pourra la refaire, là ça voudra dire que ce sera vraiment reparti comme avant. Depuis, donc, comme a évoqué Thomas, on a essayé de faire des choses à la rentrée, ce qui ont été un peu compliqué parce qu'on était assis, masqués. En plus de ça, on a eu l'annonce le jour de l'AG. On nous annonçait qu'on était passant en zone rouge. Donc, ça veut dire qu'on passait d'une jauge déjà de 400 places à une jauge à 133 assises. Et on est passé de 133 à cause de la zone rouge, à 80. Donc, c'était un peu difficile cette rentrée. Et tu peux rappeler, juste, je t'interromps, mais la Cave à musique, c'est quand même une salle musique amplifiée? Tout à fait. C'est ça. Et on est labellisé SMAC. Donc là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir encore des groupes en résidence, ce qui n'est pas le cas d'autres salles. Je discutais tout à l'heure avec David du Transborder, qui, eux, ont des ressources propres à hauteur de plus de 80%. Donc, ils ne peuvent pas accueillir de groupes en résidence. Ils en font une habituellement par an. Nous, on en fait...
je dirais plutôt 1 à 2 par mois en temps normal. Là, aujourd'hui, on a tous les jours quasiment, depuis le mois de février, on accueille, il y a au moins 20 jours par mois où on accueille des groupes. Donc, Et du coup, toi, ça fait 1 an que tu fais et que tu défais, et que tu refais pour redéfaire. Et je réessaye de refaire. Donc c'est un peu compliqué, surtout que, je pense que le pire, à titre perso, c'était juste avant les vacances de Noël, où on a essayé de faire une soirée, pardon, c'était pas du tout une soirée. Ça, c'est parce que t'as très envie de faire la fête. C'est ça, en fait, j'en ai marre du 18h, couvre-feu. Et donc on a tenté de faire ce qu'on appelle un click and collect. On a pris l'exemple des 4 écluses à Dunkerque qui proposaient ça. Nous, on a changé un peu le concept. On invitait des artistes à venir vendre leur album qu'ils n'avaient pas pu défendre dans l'année, ou leur EP. Donc, il y avait Gabriel, les Micheline et Le Papillon. Et on voulait faire une après-midi où on proposait plusieurs créneaux où les gens pouvaient venir chercher l'album sous réservation, et ils avaient le droit à un petit show acoustique, donc avec une jauge ultra réduite à 5 personnes. Et même ça, on n'a pas eu le droit de le faire, alors qu'on nous avait annoncé la réouverture des salles au 15 décembre, si ma mémoire est bonne. Et donc là, juste à la fin d'année 2020, là, c'était un peu beaucoup. Et on peut toujours pas faire ça alors qu'on est 3 mois plus tard, donc... On a un peu de lassitude quand même. Mais... Voilà. C'est vrai que les filles, dans la programmation, reprogrammation, elles n'ont pas arrêté. C'est vrai qu'on a arrêté au mois de mars. Elles ont fait l'hypothèse du report, donc de la rentrée de septembre. Après septembre, ça n'a pas marché. Le report à janvier, février, là. Et puis, à chaque fois, donc, il y a des trucs qu'on oui, effectivement, reportés au moins 3 ou 4 fois. C'est ça. Et toi, quand on est régisseur de tournée, c'est pareil, tu t'organises des tournées qui s'annulent Exactement. C'est ça. Comment tu le vis? Explique-nous. Je l'ai honnêtement pas bien vécu au moment de l'arrêt, mais je pense comme tout le monde. Juste, je partais sur une tournée mondiale, donc ça nous a bloqué juste 4-5 jours avant. Enfin, c'était vraiment, on devait partir, quoi. Et bon, après, c'est comme tout le monde, hein. On a eu cette espèce d'espoir un peu sur l'été où on s'était dit bon, c'est super, on va repartir, les gens seront plus malades, puis finalement, il n'y a rien eu. Mais à chaque fois, je faisais en sorte de préparer. Voilà, parce que... Pourquoi? Pour garder le rythme ou déjà parce que pour tu garder croyais? le rythme, pour garder un peu de motivation aussi tous les jours. Non, mais parce que on va se retrouver face à un nouveau problème, c'est que tout le monde va vouloir partir en même temps, à un moment. Et que si tu arrives le dernier pour louer un bus ou louer du matériel ou prendre un hôtel, ou même si tu prends les derniers billets d'avion, tous les frais vont être démultipliés. En plus, comme c'est... on peut le dire comme ça, un peu une catastrophe économique dans notre secteur. Tous les espèces d'avantages qui existaient sur les prestataires, sur tes amis qui pouvaient te faire des prix, ça n'existera plus, je pense, pour les 3-4 prochaines années. Enfin, en tout cas, tous les prestataires avec qui j'ai discuté m'ont bien fait comprendre que ça allait être serré. Ouais, voilà. Donc, non, j'ai fait en sorte de reporter. Tu vois, j'avais déjà préparé c'est la tournée que j'avais au mois de mai en Angleterre, là. Mai-juin, tout était prêt. Donc j'ai tout démonté au mois de janvier, début février. Et du coup, j'imagine que là, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on parle pas. Ils sont un peu au fait des lois qui évoluent, de ce qui se passe en France, de comment on ouvre et comment on referme et comment tout ça. Mais du coup, toi, en plus, t'as double contrainte. T'as la contrainte à la fois de ce qui se passe en France et à la fois du pays de tournée ou... Oui, mais après, les contraintes sont quasiment identiques partout. D'accord. On est juste sur une histoire de... Il y a des pays qui ont plus de jours de quarantaine que d'autres. Il y en a qui vont peut-être ouvrir un peu plus tôt que d'autres, mais ça, tu vois, l'Angleterre annonce qu'à partir du 21 juin, ils sont censés refaire comme si le monde n'avait jamais bougé, mais même les Anglais ont un doute sur ça, tu vois. C'est les prochaines questions, c'est-à-dire... Là, les frontières étaient fermées. Depuis lundi, elles ont réouvert pour certains pays. La Grèce vient de signer avec l'Angleterre pour avoir le droit, si tu es vacciné, d'aller dans le pays à partir du mois d'avril. En fait, c'est que des trucs qu'il faut suivre. Ouais, tout le temps. Moi, je le suis régulièrement. Ouais. Et les artistes, ils le vivent comment, le fait, tu vois, l'incertitude. Je pense qu'ils te harcèlent pour savoir ce qui va se passer ou pas. Non, ils ont des managers à harceler. Moi, je suis juste le après. Les artistes, ils sont comme... qu'ils soient français, américains ou anglais ou allemands, c'est les mêmes problèmes que Cynthia, c'est-à-dire que
tout le monde attend. Je pense que le plus gros problème, et on en parlait encore à midi, je crois, Cynthia, c'est que si on nous dit pas une date, c'est ça le plus difficile. C'est-à-dire que quand on va nous dire, disons n'importe quoi, 1er juillet. Toi, les Hollandais, ils ont eu 1er juillet. Eux, ils savent qu'à partir du 1er juillet, ils sont censés repartir. Ça te donne un but. Donc après, tu as peut-être plus de patience, tu as peut-être plus de... Je sais pas, tu travailles d'une autre façon, tu viens peut-être un peu plus au bureau, ou alors tu te laisses les 15 premiers jours en disant, bon, j'ai ça à faire, j'ai tel délai, machin. Là, on a rien, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à partir de quel moment ils vont réouvrir la cave à musique ou un festival au Danemark. Personne ne sait vraiment rien. Et en termes d'économie, du coup, tu as des issues pour parer à ce qui se passe ou pas du tout ? À titre personnel ? Non, si tu veux nous en parler là tout de suite, si tu peux. Si t'as de l'argent caché sous un matelas. Non, je suis intermittent du spectacle. J'ai cette chance de pouvoir être soutenu. Or, pour combien de temps, on n'en sait rien. Et c'est le grand débat du moment chez les intermittents. Mais en termes d'économie sur les tournées, on est un des pays les mieux lotis, on va dire. D'accord. Donc, il faut s'imaginer qu'ailleurs, toute mon équipe technique anglaise vit... avec cette espèce de soutien gouvernemental de 450 € par mois. On est sur d'autres économies ailleurs, donc chacun a retrouvé un boulot. Nous, on a la chance d'être intermittent, donc de pouvoir faire un choix, à savoir de ne pas repartir caissier ou tu vas direct, je sais pas où, bosser dans les vignes, parce que nous, on est à Mâcon, donc si tu veux bosser dans les vignes, n'est-ce pas Thomas, si jamais un jour j'ai besoin de boulot, voilà. Place. Et, voilà, on trouverait presque une parade, mais on a le luxe de pas chercher cette parade. Après, du coup, tu l'as abordé brièvement tout à l'heure, mais il y a les intermittents, certes, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les boîtes de prestat techniques, événementielles, toutes les boîtes de diff aussi, si ce maillon-là, en fait, de la chaîne, il est fragilisé ou qu'il y a trop de structures qui disparaissent, il va falloir réinventer mais je pense qu'on va perdre des talents. Ouais. Des talents dans tous les domaines. David pourra certainement en parler beaucoup mieux que moi parce que lui, il est spécialisé, on va dire, là-dedans, mais on va perdre... Il y a déjà tous ceux qui auront arrêté, tous les intermittents qui en auront marre, parce que à la fin... Il y a des jours où c'est déjà pas drôle d'être en tournée parce que c'est long pour tout le monde. Puis ceux qui se disaient c'est peut-être le moment d'arrêter, bonne occasion, tu vas te changer de vie. Puis il y a ceux qui auront plus d'argent. Et puis il y a ceux qui auront des boîtes de catering, et puis comme ils sont pas intermittents, puis qu'ils sont indépendants, puis qu'ils n'ont pas d'aide, parce que j'ai une copine qui a une boîte de catering, elle est tombée enceinte juste avant, comme elle était enceinte, elle n'a pas d'aide du gouvernement sur sa société, parce qu'elle n'était pas censée travailler, donc elle n'a plus d'argent. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a... C'est des vraies problématiques. Il y a plein de cas individuels, en fait, il y a la règle générale, les annonces, on va vous aider, tout ça. Mais en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, pour rentrer dans les cases précisément, il y a tout le temps des situations individuelles qui sont fragiles. C'est certain, ouais. Du coup, il nous a proposé de faire la transition. Merci Robin. Pour que tu prennes la parole au bout de 20 minutes. Comment ça se passe en local, du coup ? Alors, nous, pour représenter un peu la structure Use, nous, on fait tourner des groupes, principalement régionaux, mais aussi un peu partout en France et certains étrangers. Et nous, on est à l'inverse de Cynthia, c'est-à-dire nous, on monte des tournées, donc avec des salles, avec des festivals, des mairies, ou pour des groupes un peu plus petits, des cafés-concerts, etc. Et donc là, tout a été annulé. Nous, on est, clairement, sur une année comme 2020, c'est 80% des dates qui ont été annulées. Voilà. On a eu un petit sursaut au mois de juin ou juillet et août. Il y a des choses qui se sont recalées. On était là, bon, super. Et puis on était content de voir les artistes repartir sur la route. Puis en fait, ils sont repartis sur la route. En septembre, il y a eu des concerts. En octobre aussi, avec des conditions, ce qu'on appelle des conditions dégradées, c'est-à-dire tout le monde masqué, pas de buvette, pas de convivialité, tout le monde écarté d'1 mètre. Et même pour les artistes, ça a été compliqué. Moi, j'ai des artistes qui m'ont dit est-ce que ça a encore un sens que je parte en tournée parce que c'est pas... Moi, ma musique, c'est pour faire danser les gens, pour partager des choses. Et là, j'ai l'impression d'être devant un mur de gens masqués. Et voilà, enfin, il y a eu cette période-là un peu compliquée. Puis après, reconfinement. Et puis on a
comme le disaient mes collègues tout à l'heure, c'est l'horizon en fait. C'est de ne pas voir d'horizon et de ne pas pouvoir se dire on va reconstruire. Donc on reconstruit. Là, par exemple, on est en train de caler des dates. Je dirais pas des tournées parce que là, on n'en est plus à caler des tournées avec la cohérence. Donc des fois, on va avoir des Marseille-Lille dans le week-end. Et on n'est pas très écolo et on fait pas. Voilà, mais d'avance. En fait, on fait un peu comme on peut là, et en plus, on cale ça. Et on ne sait pas si ça aura lieu. Et c'est ça qui est. Alors on fait beaucoup le tampon avec nos artistes, les artistes qu'on défend, qui donc nous on travaille qu'avec des groupes professionnels, donc ils sont tous intermittents, donc ils ont eu la chance d'avoir l'année blanche, mais ils voient bien qu'elle peut avoir ses limites parce que là on va arriver au mois d'août, mais en fait ils n'auront pas travaillé, ils n'auront pas fait d'heures pour reboucler une intermittence. Donc on a quand même activé le chômage partiel, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'on a des artistes qui commencent à se décourager. Enfin, on essaie de mettre en place des résidences, donc avec des salles comme la Cave à Musique, mais aussi plein d'autres salles. Et on a des artistes qui nous disent je veux bien retourner en résidence, mais en fait on sait même pas si le spectacle on pourra le jouer à un moment. Donc voilà, c'est un peu donc on a beaucoup de boulot de psy en ce moment aussi. Voilà, d'essayer de conforter les artistes, les équipes techniques, etc. Et d'essayer d'y croire soi-même. Et des fois, c'est un peu dur parce que on voit pas l'horizon non plus. Donc mais bon, on essaie de maintenir tout le monde en activité en tout cas. En ce moment, il y a des gens qui forcent un peu l'horizon quand même avec le mouvement Occupons. Vous y participez? Je te laisse prendre la parole là-dessus, Thomas. Vas-y, président, bonne chance. On s'est posé la question, c'est c'est l'actualité du moment, tu as raison. Donc on s'est réunis lundi, on a parlé entre nous avec effectivement nos points de vue effectivement d'associatifs, salariés de structures comme la nôtre, de producteurs, etc. Et donc en fait, grosso modo, ce qui sortait, c'est que occuper un lieu comme la Cave à Musique, s'auto-occuper ou aller dire là-dessus, pour nous c'est pas le lieu d'être, parce que effectivement, comme on disait, on est un lieu où on fait des choses, on encadre les artistes, on fait des trucs. Par contre, ça nous paraissait évident de soutenir les thèmes qui sont défendus effectivement par ces mouvements d'occupation, qui sont les inquiétudes sur l'année blanche par rapport à tous les intermittents du spectacle, qui sont la visibilité avec le fait qu'on n'ait pas de date, et ça c'est vrai que c'est insupportable pour tout le monde. Le fait qu'on n'ait pas de calendrier, de pouvoir se positionner, qu'on travaille tous, parce que là, pour le moment, on ne peut pas se projeter. Alors, c'est vraiment une revendication qui est nécessaire vraiment à tout le monde. Et puis, après, il y avait des thèmes sociaux assez simples sur, effectivement, l'aide aux personnes jeunes. Voilà, c'est vraiment... Donc, les thèmes qui sont défendus par ces mouvements, effectivement, on les soutient. On va faire une conférence de presse samedi. Donc, on a le réseau, donc au 119 rue Boulay, il y a Luciole, qui est donc l'asso gestionnaire de la Cave à Musique, mais donc il y a toutes les assos partenaires qui étaient là aussi avec nous. Hein. Donc, le Gag, Use, le Crescent, l'Embobiné. Crescent, c'est du jazz, l'Embobiné, c'est du cinéma. Et donc tout le monde effectivement est au courant, va venir là pour exposer effectivement, alerter sur nos inquiétudes. Et donc il y a la presse qui va venir, et puis au niveau départemental, je crois qu'il y a quelques structures qui ont été contactées aussi. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de pouvoir rencontrer un peu du public? Parce que du coup, effectivement, les structures, elles sont... peu importe, vous, que ce soit dans vos métiers ou ici à la cave, il y a quand même la dimension du public qui n'est pas évidente à continuer de traiter. En fait, on peut soutenir les artistes, essayer de faire surfer la structure pour que ça reste en vie. Mais la question du public, parce qu'en fait, tous ces métiers, ils sont liés quand même au fait d'avoir un public qui se réunit, avoir des moments de vie commune. Et comment on fait, en fait, du coup? Alors là, actuellement, on profite du temps de résidence pour capter, comme vous avez pu voir tout à l'heure, la restitution. Et on s'est dit que ça pourrait faire un outil promotionnel pour les artistes, pour envoyer aux professionnels, vu qu'ils n'auront pas eu de concert pendant plus d'1 an. Donc pour après démarcher une fois que les choses repartiront. Et on s'est dit, on n'était pas forcément pour à 100% pour le live streaming. Et on s'est dit, c'est dommage, on pourrait partager aussi ça au niveau du public. Donc là, l'idée
très prochainement, on va avoir des diffusions sur une plateforme qui s'appelle Shotgun, sur donc des temps de restitution de 30 minutes. Et donc, ce sera des one-shots. Et après, les groupes pourront récupérer ces vidéos-là pour ensuite démarcher les professionnels. Et en fait, ce qui est... Dépêche-toi, Thomas veut dire un truc absolument. Vas-y, Thomas. Non, mais effectivement, c'est pas lié au manque du public. Parce que ce que je voulais dire, c'est le public. Bon, aujourd'hui, on pleure parce qu'il n'est pas là en tant que... Et malheureusement, oui, c'est impossible. Vous prenez des nouvelles ? On en croise des fois. On croise des amis, on croise des amis au marché le matin. Il y a un collectif de musiciens qu'on croise là-bas. Il y a notre asso aussi. Alors, au niveau associatif, c'est compliqué aussi. C'est que la dynamique associative, pareil, on est normalement sur une centaine de personnes une année classique. De bénévoles, tu veux dire ? Et à la rentrée, là, donc 2020, il y a eu beaucoup moins d'inscriptions suite à 6 mois, suite à etc. Et là, on est qu'une cinquantaine d'inscrits. Même si on sait que derrière, il y a un vivier, et on se demande de comment... Enfin, au redémarrage, comment ça va. Alors moi, j'ai pas trop de doutes. Après, j'ai des collègues qui ont des doutes. Mais je pense qu'il y a de l'envie. Ah non, moi, je suis assez optimiste sur l'essor qui va avoir lieu. En regardant toujours à ce qui se passe ailleurs, les Anglais, en annonçant qu'ils se referaient des festivals cet été, ont vendu 200 000 tickets de festival en 3 jours. Donc c'est que les gens ont envie de sortir, c'est que les gens ont envie d'aller dehors, c'est que les gens ont envie d'avoir du son et de faire des trucs. C'est sur la longueur. On en parle tous les jours avec Cynthia et avec David. Ce qui nous inquiète, c'est pas dans 6 mois, c'est dans 2-3 ans. Tu vois, est-ce que les gens... quand ils vont avoir 5 tournées en même temps la même semaine, est-ce qu'ils vont avoir 5 fois les moyens d'aller voir des concerts avec l'envie en même temps d'aller au restaurant parce qu'on n'aura pas été au resto, l'envie de partir en vacances parce qu'on ne sera pas parti en vacances. C'est juste sur la longueur. Après, je suis sûr et certain que les gens reviendront. Mais c'est comme dans les librairies, il n'y aura pas plus de monde qu'avant. Enfin, faut pas non plus... il y aura les gens ne vont pas s'arrêter, ne vont pas se dire non, on n'y va plus. Et les gens qui étaient là avant vont revenir. C'est certain. Ok. Toi, t'es plutôt enthousiaste aussi ? Ouais, je serais peut-être un peu moins enthousiaste parce que même si je pense que tout le monde en a un peu marre de ces live streams, en tout cas en tant que professionnel, on t'en propose à peu près 15 par jour et tu pourrais passer ta journée à regarder les concerts sur un écran. Ça commence un peu à être... je sature en tout cas, ouais. Et j'ai besoin de retrouver ce lien social en fait du concert. Après, je me demande, c'est une vraie question, hein, est-ce que les gens n'auront pas pris l'habitude, changer l'habitude, 1 an et demi c'est long, et puis là on parle, on est à 1 an de confinement ou couvre-feu, etc. On sait que ça va mettre encore quelques temps avant de revenir à la normale ou qu'il y ait des salles réouvertes. Et est-ce que les gens n'auront pas pris d'autres habitudes ? Alors peut-être qu'ils reviendront les premières semaines, puis en fait se dire en fait on était peut-être bien chez nous. À voir. Je sais pas. Les habitudes peuvent. On l'a vu sur la musique enregistrée, ça change très très vite, quoi. Il y a 10 ans, on vendait plein de CD et puis maintenant, on n'en vend plus du tout et les gens n'écoutent que du streaming. Et il y a 3 ans, ils achetaient des albums en numérique ou des titres en numérique et ça se fait plus du tout. C'est passé au streaming et ça a évolué très vite. Donc, à voir. J'entends partout, moi en fait, pas que dans le secteur musical, mais le secteur culturel globalement, il faut qu'on se réinvente. Ça veut dire quoi ? Il faut qu'on se réinvente. C'est ce qu'on fait tous les jours, non ? Ce qu'on est en train d'essayer de faire. Ouais, c'est notre métier à tous les matins. C'est-à-dire que tous les matins, on a chacun une idée, suivant notre profession, on a chacun une idée de ce qu'on va faire de nouveau ou pas nouveau, parce que déjà la nouveauté se réinventer. Si l'idée de se réinventer c'était faire des live streams, vous m'excuserez, mais l'idée c'était pas innovant. Elle était pas ouf quand même, quoi. Non, je sais pas, je serais réinventé. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir à réinventer mon quotidien de travail. Je me dis juste que quand on sera au travail, peut-être qu'on devra se réadapter à des conditions sanitaires, à une nouvelle réflexion éco-responsable qu'on essaye tous d'avoir. Et je pense que le renouveau qu'il faut avoir peut-être après cette histoire-là, c'est des réflexions là-dessus.
sur comment on transporte les gens, sur comment on gère sur les concerts, comment on accueille les gens. Mais c'est pas de se dire que pendant 1 an et demi, on bloque les gens chez eux et que bon, allez, vous êtes chez vous et ayez des idées. Mais moi, j'y crois pas une seconde. Ou alors, je serais ravi de rencontrer des gens qui ont des super idées et de discuter avec eux. Mais après, des idées sans date aussi, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire des concerts et d'accueillir des gens et d'envoyer des gens entre Paris et Marseille. Et voilà, c'est ça notre cœur de métier. Avec une petite date à Mâcon entre les deux. Voilà. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter ? Vous aviez envie de parler de quelque chose dont on n'a pas parlé avant de faire un changement de plateau en invitant d'autres personnes à nous rejoindre ? Non, tout bien. Non, toi, t'en as marre, tu veux vite te barrer. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. On parle de date, effectivement. On a du mal à se projeter sur les conditions de réouverture aussi, puisque tous les jours, ça change. Et effectivement, retrouver les publics après 1 an d'habitude à rester dans son canapé, mais aussi si on nous demande d'être vacciné ou de faire un test 48 heures à l'avance, enfin voilà, il risque d'avoir des choses un peu compliquées. Plus la loi sécurité globale. En plus, oui. Je sais pas si vous vouliez en parler ou si ça vous concerne, si vous avez envie d'en dire un mot. Ouais, bon, on peut en parler effectivement. La loi sécurité globale. En fait, on a milité récemment auprès des sénateurs notamment par rapport à un amendement de cette loi qui est l'amendement 25, qui est en gros sur l'autorisation de port d'armes dans les lieux de concert sans avoir d'autorisation. Jusqu'à maintenant, en fait, un représentant de la loi, qu'il soit gendarme ou policier ou militaire, devait demander l'autorisation pour pouvoir rentrer avec son arme. Et là, ça sera malheureusement plus le cas. Et voilà, ça pose des sérieuses questions de sécurité des publics, parce que on est dans des lieux de culture, mais aussi des lieux de fête. Donc voilà, ça pose de sérieuses questions. Quoi. Sachant que cette semaine, je crois, le projet de loi a été validé par le Sénat, c'est ça ? Exactement. C'est en cours. Et c'est en cours, et ça va passer à l'Assemblée nationale dans quelques jours. C'est déjà passé une première fois à l'Assemblée nationale. C'est ça, donc là, il retourne. Voilà. En gros, médiatiquement, on a beaucoup entendu parler de l'article 24, qui était bien sûr une inquiétude légitime. Mais c'est que l'article 25 qui autorisait, alors même c'est en dehors de leur service, les policiers et les gendarmes de porter leurs armes, dans l'idée illusoire que ça pourrait éviter le Bataclan, mais enfin c'est quand même n'importe quoi. Et surtout, on se dit c'est un risque complètement démesuré de dire qu'une arme puisse rentrer dans un lieu public où, en plus, je sais pas, justement un flic qui a pas le moral, qui commence à s'alcooliser et qui a son arme. Enfin, on est très inquiet. On pourra, je sais pas, on avait fait une petite discussion, un podcast qui s'appelle Papotage que vous pouvez retrouver sur Odile avec Didier, le directeur de la cave, qui avait un peu, c'était avant de savoir que ça avait été validé une première fois par l'Assemblée nationale, mais ça reprend un peu plus en détail le sujet. Moi, je vais garder Cynthia pendant que je vous mets dehors. Comme ça, elle pourra me parler un peu du festival Luciole in the Sky. Et puis j'inviterai les artistes à nous rejoindre pendant ce temps-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Merci cool. à toi. Du coup, Cynthia, on se disait, Luciole in the Sky, c'est le festival organisé par la cave à musique. C'était prévu début juillet ? C'était prévu au mois de juin, donc les 11, 12, 13 juin. Ouais. Et c'est un report quasiment à 100% de l'édition 2020 qui n'a pas pu se faire. Et là, donc, on vient de l'annuler, ça fait une semaine environ, parce qu'on n'envisageait pas du tout
de faire une édition avec un public assis, masqué, sans avoir vraiment la certitude de pouvoir le faire, même dans ces conditions, puisqu'on nous annonçait l'été, mais l'été, ça commence le 21 juin officiellement. Et nous, on est juste avant. Donc, il y avait plein d'autres incertitudes par rapport à ça. Donc, on a décidé d'annuler cette édition et se concentrer plutôt sur les 30 ans à partir de février 2022. Voilà. Il y aura pas du tout de petite forme pendant l'été pour combler le manque cruel du festival. Alors on a imaginé des plans B dans tous les sens et en fait ça c'était pas du tout viable pour plein de raisons techniques, budgétaires, savoir si les gens allaient se déplacer quand même ou pas. Par contre, il y aura quand même des événements, enfin on y travaille en ce moment même. Il y aura ce qu'on appelait auparavant les apéro-concerts dans la cour. Donc on va essayer de trouver un autre nom qui soit qui convienne mieux. Et donc ces événements auront lieu du début juin jusqu'à fin juillet. On fait ces événements-là chaque année jusqu'à mi-juillet. Et là, on a décidé de prolonger justement pour pallier au manque de concerts de ces dernières années. Et du coup, ça représente quoi c'est-à-dire qu'un événement qui est reporté une fois, les financeurs, notamment publics, suivent parce que c'est reporté, etc. Mais du coup, une deuxième année, est-ce qu'ils suivent encore ? Est-ce qu'il va falloir recommencer des partenariats ou relancer des nouvelles pistes de financement ? Comment ça va se passer ? Alors pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. On a déjà la réponse de la ville de Charnay qui nous soutient pour qu'on puisse faire un festival l'année prochaine. Donc déjà, ça, c'est la première étape. Après, on va continuer à démarcher des partenaires publics, privés. Surtout au niveau des mécènes, là, ça va être un peu compliqué de se projeter puisque eux-mêmes auront eu moins d'activités, donc moins d'argent. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir quand même nous aider ? Voilà, donc il y a plein d'interrogations encore pour une édition l'année prochaine, mais en tout cas on a bon espoir de faire une belle édition puisqu'on n'aura pas pu en faire pendant 2 ans, donc il y aura on croise les doigts. Du coup. Cool. Merci Cynthia. Merci. On va accueillir Rémi. Rémi, tu es dans la place. Et puis je vais vous accueillir, je vais vous présenter. Du coup, bonsoir. Tu es Johanna. C'est Bonsoir, oui c'est ça, Johanna. Et tu fais partie du groupe Le Bruit. Tout à fait. Qui vient entre Saint-Étienne et Lyon. Oui. Et c'est vous que j'ai vu jouer tout à l'heure. Oui. Et ça fait trop du bien parce qu'il y en a marre. En sortie de résidence. En sortie de résidence. Ok. On a avec nous aussi Céline. Oui, bonjour. Bonjour Céline du groupe Zato. Ouais. Vous aussi, vous êtes venue en résidence au mois de février, ouais. Au mois de février. 2 journées. Et puis on avait fait une journée de répétition dans ce grand local. Ok, bonjour alors du coup, bonsoir, je ne sais plus, je suis perdue. Et puis on a Anne aussi, des Micheline. Oui, bonsoir. Toi, c'est aussi un groupe local. Oui. Et vous avez eu la bonne idée de sortir un disque au moment où oui, c'était tout fermé. C'était pas le moment, ouais. Ouais. Et puis on a fait une résidence aussi à la Cave à Musique, juste après Zato. Ok. Et Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais toi ici Rémi ? J'ai l'impression que tu es un peu mystérieux mais que tu fais un truc super important. Non ouais, je sais. C'est comme ça. Je suis responsable de l'espace musique amplifié dans lequel on se trouve. Pour résumer, je suis le responsable de l'accompagnement artistique de la scène locale et de tout ce qui concerne l'action culturelle. Donc de tout ce qu'on met en place pour aller chercher des gens qui font pas forcément partie de notre public à la base, quoi. Donc créer des actions en direction de scolaires, de personnes empêchées, pour tout un tas de raisons, quoi, voilà. Et la grosse partie de mon boulot, c'est vraiment d'accompagner la scène locale sur la pratique, sur le développement de leurs projets, que ce soit au niveau technique ou administratif. Et du coup, les copains tout à l'heure nous ont dit qu'il y avait beaucoup de psychologie aussi en ce moment. C'est ça ton taf ou c'est de développer des solutions pour qu'ils puissent continuer à créer, ces artistes, pour qu'ils puissent continuer à créer et puis aussi à se produire, mais d'autres manières ? Mon taf, en premier lieu, je pense, c'est d'abord d'essayer de faire en sorte que le réseau continue à exister. On est dans une ville qui n'est pas très grande finalement, où tout le monde se connaît, où la scène locale est riche. Tout le monde, c'est une émulation, c'est quelque chose de commun, quoi. Et le boulot consiste aussi à essayer de garder ce dynamisme-là, et ça n'a vraiment pas été évident, surtout sur les premiers temps. On s'est pris des belles claques quand même, avec toutes ces annulations et tous ces reports et toutes ces incertitudes
que les collègues ont évoqué tout à l'heure. Donc mon boulot, ça a été d'essayer de garder le contact avec les gens, de tenir informés, de faire passer les infos quand il y en avait et tout ça. Et puis effectivement, par la suite, de réfléchir à la façon dont on pouvait continuer à faire des choses. Alors effectivement, on ne pouvait pas faire de concert, voilà, mais comment on pouvait continuer à accompagner cette scène locale et comment faire en sorte qu'elle ne se décourage pas et comment faire en sorte qu'elle puisse être prête à un moment donné quand les choses pourraient revenir à la normale. Enfin voilà, quand est-ce qu'il pourrait reprendre la route, quoi. Du coup, vous venez de jouer ? Oui, ça fait quoi ? On descend de scène donc à la fin des 3 jours de résidence pour faire un live stream sur la plateforme Shotgun. Donc essayer un petit peu cette nouvelle modalité, en sachant que pour nous c'est vraiment particulier parce que c'est notre premier concert, c'est vraiment premier concert, mais concert en ligne. Voilà, en ligne. On s'est prêté au jeu, c'était super de le faire. Et du coup, la résidence permet 2 choses. Permet déjà de travailler sur le spectacle, sur la dimension son, d'être accompagné. Rémi, par exemple, pendant les 3 jours, était là à nous écouter, à nous donner des conseils, nous accompagner pas à pas. C'était vraiment extrêmement bénéfique. Mais aussi en sortie de résidence, de nous mettre en relation avec le réseau. Et pas que le réseau des artistes locaux, mais aussi le réseau des salles de la région. Ou des boîtes de prod, des tourneurs, de plein d'autres métiers. Ça sert aussi à ça de faire des résidences. Et le fait que vous puissiez en proposer à plein d'artistes, c'est vrai que on a l'impression de ne pas avoir perdu notre temps sur cette année-là, même si on n'a pas fait de concert, même s'il n'y a pas eu de tournée. C'était quand même, nous on en a fait 2 par exemple. C'est génial, ça permet de développer ces choses-là. Bah ouais, d'autant que du coup, les responsables de salles vont pas trop aller voir des concerts pour aller repérer des artistes et leur proposer des contrats. Ou c'est un peu compliqué du coup de garder ce lien, de créer des possibilités de rencontres avec eux. J'imagine que c'est important pour vous en fait, de pouvoir le faire. Vous, je sais que vous avez participé à la création d'un label pendant le premier confinement. Oui, donc pendant le premier confinement, on a poursuivi, on va dire, un projet qu'on avait un peu en tête depuis longtemps, mais on n'était jamais allé au bout, qui était de monter un label. Et du coup, on a pu vraiment s'investir dedans avec un autre groupe, Ossayol. Et donc, on a monté les bases, on va dire, de ce qu'on avait envie de faire. Donc le label s'appelle Hosto et sur cette première année, on n'est pas tout à fait 1 an mais bientôt, on a l'impression d'avoir posé les premières pierres, quoi. C'est pas encore un grand édifice et voilà, mais on a fait avancer un peu le projet et on est déjà content de ça, quoi. Et vous l'avez fait justement parce que vous vous êtes dit en ce moment il faut qu'on fasse des trucs sinon ça va être trop compliqué ou... Ouais, en fait, du coup, c'est surtout que, comme le premier confinement, c'était vraiment le confinement dur, on s'est retrouvés avec du temps. Et du temps, finalement, c'est toujours quelque chose qui est précieux. Et de se retrouver avec du temps, autant en faire quelque chose et prendre ce côté précieux, en faire quelque chose pour faire avancer ce qu'on a envie de faire avancer, quoi. Voilà. Et vous avez fait une résidence aussi ici à la cave en février. Ouais, donc au mois de février. Donc ça pour Zato, là, c'était vraiment une bouffée d'air de pouvoir sortir un peu de notre salon, puisqu'on répétait et on continue à répéter dans notre salon depuis plusieurs mois. Et du coup, c'est une bouffée d'air pour le son, pour être vraiment dedans, pour se remettre vraiment dans le projet, parce que même si on peut répéter quand même facilement chez nous, c'est pas les mêmes conditions de son. Puis on est quand même moins dedans. Je trouve que chez soi, on est plus facilement distrait, par la vie, quoi. Par la vie quotidienne, on va dire. Okay. Donc ça coupe plus d'être ailleurs et de pouvoir vraiment le faire en conditions
de son, de scène, et aussi de se rassurer un peu en se disant tiens, demain ou après-demain, si les concerts reprennent, comment on va faire pour faire des concerts? Est-ce qu'on va être vraiment prêt, quoi? Du coup, on avait un peu cette inquiétude-là. On l'aura forcément le jour où il faudra repartir faire un concert, mais je pense que ça a redonné un peu confiance aussi là-dessus. Sachant qu'en l'occurrence, Zato avait aussi un concert prévu à la cave. Si les choses s'étaient déroulées normalement, il aurait dû jouer avec Laetitia Sheriff, ce qui aurait été un superbe plateau. Et puis vous avez des nouveaux morceaux aussi. Vous êtes sur pas, voilà, donc il y avait une logique et une nécessité de toute façon de les tester, de les roder. Voilà. Et dans un contexte normal, on aurait appliqué cette logique-là aussi, quoi. Donc, de façon globale, de toute façon, là, sur toutes les résidences qu'on a essayé de développer, en ce qui concerne que ce soit la scène locale ou le travail de Cynthia et de Nat par rapport à la prog, on essaye aussi déjà de faire en sorte de répondre présent vis-à-vis des groupes qu'on avait prévu d'accueillir en amont, qu'on avait prévu de soutenir ou qui nous avaient démarché en nous expliquant qu'ils avaient besoin de pouvoir bosser, quoi. On essaye déjà de répondre présent vis-à-vis de ces gens-là, et les Atos, le Bruit ou les Micheline avec leur sortie d'album, c'est une façon pour nous de continuer à soutenir et de faire en sorte qu'il se passe des trucs et des mises en relation entre nos lieux, même s'il n'y a pas de public devant. Et Zato, il faut vous tenir prêt, effectivement, mais je pense que même par rapport à l'album qui est en cours d'enregistrement encore, sur lesquels vous êtes encore en train de bosser, je pense que c'est des moments qui sont utiles aussi, non seulement pour vous de recul, mais aussi de mise en relation avec d'autres personnes, et cette possibilité d'avoir une oreille extérieure, c'est hyper important, même sur des temps de créa. Je sais pas si c'est comme le vélo et que on monte dessus et on n'oublie pas. Je suis pas sûre. Vous, les Micheline, c'est vous qui avez fait partie du dispositif Click and Collect, j'y arrive pas? Oui, c'est ça. Click and Collect. C'était une super idée, ça nous aurait fait vraiment plaisir de pouvoir le faire. C'était juste avant Noël, donc c'est une idée de la Cava Musique qui nous ont proposé donc d'organiser en fait des mini-concerts, mais vraiment impromptus. L'idée, c'est que si les gens achetaient l'album, au moment où ils venaient le chercher, les artistes leur faisaient un petit concert, 15 minutes, avec 5 personnes maximum, en gardant une distance. Enfin, on avait vraiment l'impression que toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien et que tout le monde soit en sécurité. Donc, on était confiantes. On avait répété dans notre salon. Et puis, ça n'a pas été autorisé. Et c'est vrai que c'était un petit peu rageant de voir qu'on pouvait faire la queue dans les magasins et pas venir écouter un petit peu de musique allez, maximum 7 personnes. 2 artistes et puis 5 personnes dans le public. Donc oui, ça c'était une déception, mais l'idée est super. Et peut-être que ça pourra se faire à un autre moment. Vous avez ce sentiment, vous aussi, ce truc un peu d'injustice Absolument, bien sûr. Moi, j'ai toujours été rebelle. Ça me donne envie de faire des choses interdites. Oui, ça me donne envie de le faire. Tant Click and Collect à la maison, écoute, organisons-le. Passez pas à la télé, mais oui. Ouais, tu veux dire des fêtes clandestines, tout ça. Eh bien oui. Mais ce qui est fou, c'est, moi qui ne suis pas du tout rebelle au départ, j'ai presque envie aussi. Il y a vraiment une saturation, parce que je crois que le premier confinement, on s'est tous dit, bon, allez, on tient, ça va pas durer longtemps, et puis si on le fait tous comme il faut, ça va s'arranger, on va se retrouver. Cet été, on y a cru, je crois qu'on y a tous cru. Et puis là, en fait, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de perspective. Donc c'est ça qui est difficile. Là, ça fait 4 mois où en gros, on nous dit qu'on peut produire, consommer, et c'est tout. Mais la vie, c'est pas ça, ça peut pas se réduire à ça. On a besoin de vivre des choses ensemble, on a besoin de liens social, on a besoin de rêver, on a besoin d'imaginaire. Et dans un magasin, même si on est nombreux, on n'est pas ensemble, on est à côté. Et là, tout à l'heure, on a assisté à la restitution de résidence du Bruit, et c'était un bonheur. Même si on était peu nombreux, même si on était loin, et on voyait que vous étiez contents d'être sur scène. Sûr, merci beaucoup. Pour nous, c'était un plaisir. Et je pense que les gens en ont besoin, la société en a besoin. C'était émouvant.
Un sentiment d'injustice et puis aussi de non-compréhension, c'est-à-dire qu'à un moment, on dit c'est pas possible de faire un concert à 7 personnes ou à 20 personnes ou à 50 personnes, mais on s'appuie sur quoi exactement pour dire ça? Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou pas? A priori, les études qui sont sorties, elles montrent plutôt que les lieux de spectacle sont pas propices à des clusters. Donc du coup, on prend une décision, mais elle s'appuie sur quoi en fait derrière? Je pense qu'on forcément, on peut se poser la question, quoi. Elle est justifiée ou pas, cette décision, du coup? Et puis, on pense au concert, mais est-ce que dans une salle de cinéma, masquée, avec un espace entre chaque personne, on est en danger? Est-ce que dans un musée, on est en danger? Enfin, on a l'impression qu'il y a un problème de cohérence et qu'il y a vraiment un choix qui a été fait de délaisser le secteur culturel, et ça fait un peu longtemps. Mais le secteur culturel n'est pas essentiel. C'est ça, non? On l'a bien compris, là. J'ai cru que j'allais être toute seule sur cette blague. Du coup, ça fait partie, vous, de vos missions, en fait. Ce dont vous parlez de possibilité de maintenir le lien social aussi avec les artistes, enfin, le lien social entre les artistes, le réseau dont tu parlais, les salles, les publics, c'est-à-dire tu disais d'autres types de... Enfin, dans ta fonction aussi, vous organisez des actions culturelles à destination de public. C'est aussi ça, c'est aussi le moment où une salle de concert elle a un rôle politique et social, en fait, en ce moment. Dans tous les cas, elle a un rôle politique et social, effectivement. En ce moment, peut-être encore plus particulièrement, sachant par contre que même en ce qui concerne l'action culturelle, on n'a finalement pas le droit de faire grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'on obtient parfois des dérogations qui nous permettent de faire des trucs, mais c'est pas aussi simple que ça. Et, moi, j'essaie de monter des actions qui sont qu'on peut transporter ailleurs, mais même ça, c'est pas forcément évident d'aller travailler dans les centres sociaux, d'aller travailler dans des lieux d'accueil de personnes en situation de handicap. Même ces lieux-là n'ont pas forcément le droit de nous accueillir non plus. C'est pas simple, mais effectivement, ça fait partie de nos axes de boulot, de notre métier, de nos revendications en tant qu'asso, de travailler sur le lien social et de se servir de la culture, et en l'occurrence de la musique, comme un outil de lien social, au-delà de l'artistique que ça porte, et auquel moi personnellement je suis très très attaché. Il y a effectivement cette notion-là qui est hyper forte de rapport au public et de cette notion d'envisager la musique comme dans ce qu'elle a, dans la capacité qu'elle a d'expression de soi, de création de collectifs, il y a plein de choses qui sont véhiculées derrière tout ça et qui effectivement sont en souffrance en ce moment. Voilà, essentiel, non essentiel, c'est des grosses questions, c'est un énorme débat dans lequel moi je vais pas forcément rentrer parce qu'on pourra en parler pendant des jours. Mais la musique est un formidable outil à ce niveau-là, comme la pratique artistique et les pratiques culturelles à tout niveau. Et on commence effectivement à ressentir un sérieux manque. Et je pense qu'il va falloir un certain temps pour reconstruire des choses quand même derrière. Et c'est dommage cette espèce de sentiment de temps perdu, surtout aujourd'hui quand on entend parler des souffrances psychologiques que le confinement engendre, que cette situation engendre. Il suffirait parfois de peu de choses finalement au niveau justement culturel et artistique pour aider, pour soutenir, pour faire notre part, quoi, voilà. Et même ça, d'en être empêché, c'est non seulement triste en ce qui nous concerne, mais c'est quelque chose qui risque d'être dommageable dans le long terme en plus, quoi. Vous voyez comment, vous, là, les temps qui vont arriver proches et un peu plus lointains? Ce qui fait très peur, je pense, c'est l'effet d'entonnoir. C'est-à-dire que quand ça va réouvrir, il n'y aura pas des concerts non plus 7 jours sur 7 dans les salles. Voilà, il y aura beaucoup d'artistes qui seront reprogrammés dont les dates étaient prévues, et d'autres artistes qui arrivent qui peut-être arriveront à se placer dans les trous. Mais pour beaucoup d'autres, on sera juste coincé à la porte, et les projets qu'on aura pu développer vont rester va falloir attendre que ça se dissémine. Et je pense que moi je connais beaucoup d'artistes qui ont changé de métier en fait, tout simplement. Ah oui.
Ah oui, qui en feront toujours, mais qui peuvent plus en vivre. C'est une ambition, ça c'est sûr. Ouais, surtout les groupes en développement, tous les nouveaux projets, c'est sûr que ça va être hyper compliqué. Quoi. Les places vont être extrêmement précieuses. Honnête. On peut rien prévoir en plus, on peut pas jauger de l'avenir là-dessus. Je ne sais pas. Toi, tu vois les choses comment? Un peu pareil, je vois incertains, quoi, les choses incertaines, avec l'effet d'entonnoir, effectivement. Voilà, après, franchement, je sais pas. Donc, mais qui vivra verra. Positif quand même, ou tu te dis qu'il y a des choses qui émergent quand même qui donnent de l'espoir aussi? Est-ce que, je sais pas, on observe quand même... Vous sentez que les gens, le public est aussi un peu de votre côté, qui se rend compte que c'était bien les concerts avant et les festivals et tout ça, ou non, pas plus? Je sais pas, franchement, je pourrais pas dire. Moi, je me pose oui, les gens qui avaient l'habitude de venir à des concerts, je pense qu'ils vont revenir. Mais moi, ce que je crains, c'est qu'on prenne un peu l'habitude de considérer les autres et la proximité comme une menace. Et qu'on s'habitue aussi à ce petit confort où, finalement, devant notre ordinateur, la majorité de nos besoins sont satisfaits. Sur le plan culturel, je veux un film, il y a la VOD. J'ai envie de faire du sport, tiens, il y a bien une séance de quelque chose. Et je crains que ce soit vraiment rentré dans les habitudes de se faire livrer ce genre de choses et que ça nous enferme. Alors que ça se fasse insidieusement, et notamment chez les jeunes. Je sais pas, à 18-20 ans, c'est là qu'on sort à ses premiers concerts, des fois bien avant, mais souvent la vie étudiante, c'est vraiment l'occasion de découvrir toute une vie nocturne, etc. Et c'est les jeunes qui n'auront pas fait ces expériences-là. Est-ce qu'ils vont aller vers ça? Je ne sais pas. Et comment on fait pour leur donner envie de ne pas oublier? Va falloir bosser, l'action culturelle fait partie des solutions, justement. Moi, j'ai d'autres types d'inquiétudes, mais qui ne sont pas forcément liées à la situation de crise actuelle, ou en tout cas, cette situation-là n'a fait qu'exacerber ce questionnement-là. Les concerts, oui, je pense que les gens vont certainement revenir, mais... il y a quand même un phénomène auquel on assiste depuis longtemps, c'est cette logique du festival et des grandes messes, des musiques actuelles amplifiées comme ça, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes dans les jeunes générations, mais pas que, qui considèrent aussi le rapport à la musique comme justement ce moment de gros stuff pendant 3 jours aux The Rock ou des trucs comme ça, ce qui est très bien aussi, bien sûr. Moi, la question que je me pose, c'est la place qu'on va laisser à l'artistique derrière ça aussi. On a, là, en l'occurrence, on a affaire à 3 groupes qui sont en développement et qui sont qui essaient de développer un vrai propos artistique, quel qu'il soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui sont en train d'essayer de chercher à développer un vrai propos, une vraie identité de groupe. C'est cette place-là qui va être difficile à retrouver aussi, c'est la curiosité des gens. Le fait de la consommation de la musique en tant que telle, ça va continuer à exister, que ça soit en stream, que ça soit sur des gros rendez-vous comme ça. Je pense que ça va revenir. Mais la curiosité des gens vis-à-vis de choses émergentes, l'envie d'aller chercher un petit peu, d'aller fouiller un petit peu d'autres types de projets, c'est quelque chose que j'ai l'impression, moi, à mon niveau, qu'on était déjà un petit peu en train de perdre pour plein de raisons différentes, justement, parce qu'on est au XXIe siècle et que les choses sont comme ça, quoi. Et moi, j'ai peur que la situation actuelle précipite un peu ce genre de truc et que ça va pas être évident de faire machine arrière à ce niveau-là, quoi. Ça va prendre du temps. Mais la cave, elle milite un peu contre ça en ce moment, avec ce que vous mettez en place. On parlait des live streams, alors je sais pas si vous trouvez que c'est satisfaisant sur la forme ou sur l'outil. C'est sûr que ça remplace pas un concert, mais c'est pas un live stream pour un live stream, c'est à l'issue d'un accompagnement à la fois du réseau, d'un accompagnement technique, scénique, artistique, et du coup c'est pas juste le prétexte de faire une captation pour remplacer un concert. En fait, ça vient clôturer une expérience complète. Du coup, la cave lutte pour que... Non, mais encore une fois, c'est notre boulot et on est loin d'être les seuls à lutter. Ouais, ce que j'allais te demander, il y a d'autres... Et je parlais des The Rock tout à l'heure, les The Rock font largement leur partie du boulot aussi, à plein de niveaux, quoi. Ouais, mais c'est une lutte, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Et la situation actuelle va pas forcément nous aider, quoi. C'est pas forcément dans l'air du temps non plus. Tu voulais rajouter un truc ? J'avais l'impression que tu prenais le micro comme ça. Un message personnel, une dédicace. Non, je pense que il y a plein de publics différents en tous les cas, et que le public en recherche de nouveautés et de découvertes existe, et c'est de toute façon souvent par hasard, c'est souvent en allant voir quelque chose dans un concert, une tête d'affiche, un artiste qu'on aime, qu'on découvre des groupes en première partie. Les gros festivals sont les premiers promoteurs de groupes en développement aussi. En tous les cas, il y a certains festivals peut-être, différents niveaux de scène et d'artistes en développement. Moi, j'ai pas trop peur de ça, mais je pense plutôt que ce sont les artistes qui sont en mauvaise passe dans le sens de comment on va trouver des dates en fait sur un marché complètement saturé, et après tout en découle. Donc effectivement, pas de date, pas de public, pas de date, pas de date. En plus, c'est une logique imparable. C'est vrai que le concert entraîne le concert, voilà. Souvent. C'est ça. Vous avez des choses à rajouter ? Non, pas spécialement. Une actualité, une date à annoncer Eh bien oui, il y a une date, mais alors ça y est, je l'ai perdue. 2025. C'est au Ptio Bistrot, ça a été reporté pour la 3e fois au mois de juin, mais je dirais 24 juin, mais j'en suis... Ah non, juillet, je crois. 6 juillet. On mettra la date dans le lien, il y en a une. Dans le descriptif. À laquelle on s'accroche. Ok. Et vous ? Nous aussi, on a des petites choses prévues pour cet été. On va notamment jouer, je crois, dans une station de montagne en août. Donc voilà, ça nous fait plaisir. On se dit que en altitude, il devrait y avoir moins de microbes. Je pense. Et puis c'est pas des salles de concert, du coup, c'est en extérieur. On exporte dans d'autres types de structures pour accueillir les concerts. C'est ça. Non, on a bon espoir quand même pour l'été. Okay. Rémi, le mot de la fin ? Moi, je vais faire leur promo à leur place, puisqu'ils le font pas. Donc les Michelin, elles ont quand même un album qui est sorti cet automne. Ouais. Qui s'appelle La Pieuvre, pardon, excuse-moi. Et donc qui est disponible au moins par le biais du web, quoi. Donc il suffit de taper les Michelin sur internet et puis vous pouvez le commander. Zato, il y a quand même le split avec Ossayol qui est sorti, un split vinyle justement qui a été coproduit par Hosto Records et par Sixtons Records, qu'on peut trouver par correspondance et dans les bonnes boutiques. Le bruit, on attend un premier EP avec impatience, mais du coup le live stream va être disponible dans pas très longtemps non plus, enfin le temps qu'on le monte, le temps qu'on mixe tout ça, qu'on rende tout ça beau et qu'on l'emballe. Voilà, puis on espère vous voir très bientôt, parce que c'est sur scène à la cave devant du vrai public, parce que ça mérite, tout autant que vous êtes là, voilà, on espère vous revoir très bientôt. Et nous, à notre niveau, on va continuer. On a accueilli Zato, les Michelin, on a accueilli Le Bruit, mais on a aussi accueilli Mona Kazoo. Il y a tout un tas d'autres groupes qui vont venir là, et on va continuer à bosser, essayer de préparer la suite, parce qu'encore une fois, effectivement, même s'il n'y a pas le public, comme le disait Thomas justement tout à l'heure, le lieu continue à vivre pour autant, et voilà, on va essayer de rester pertinent, on va essayer de s'accrocher, on va y arriver de toute façon, et puis on sera prêt quand vous pourrez revenir nous voir. On a hâte, on va se quitter sur ces notes positives, sur l'espoir des retrouvailles pendant un concert. On sera peut-être là aussi, j'espère pour fêter les 30 ans de la cave, du coup, dans pas longtemps. Et puis je vous remercie d'avoir participé à ce débat, d'être venu un peu nous donner vos impressions sur ce qui se passe en ce moment et sur ce qui va, on espère, s'ouvrir bientôt. Donc on était dans une émission Odile qui s'appelle À vrai dire, que vous pouvez retrouver donc sur le web, sur le site odile.tv. Il y aura un article qui accompagnera le débat avec peut-être l'actu justement des groupes, un peu les actus de la cave aussi. Et puis si vous aimez pas les débats vidéo, vous pouvez toujours suivre nos débats audio. Sinon, la petite minute promo pour Odile, nous on sort un magazine papier bientôt. C'est trop bien, et je vous invite à aller vous abonner en avance sur odile.tv. C'est 25 € par an pour 3 numéros et c'est de la balle. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.
Thank